Bonjour tout le monde! Ah non, pas lui. Excuse-moi, je n'étais pas capable de me retenir. Je cherchais quelque chose pour niaiser dès que j'ai vu le décompte. Il en fait plus ben des épisodes, M. Legault, son podcast. Il a battu la moyenne de 7 épisodes, qui est la moyenne, en tout cas, c'était le cas il y a peut-être 2 ans, la dernière fois que j'ai regardé ces statistiques-là. La moyenne des podcasts, c'est après 7 épisodes, ils arrêtent. Donc, les gens se découragent, il n'y a pas assez de views, ils n'ont pas assez de j'aime, ou en tout cas, ils se rendent compte finalement, après 7 épisodes, qu'ils n'ont plus rien à dire. Ils ont dépensé combien pour faire le podcast? Je pense qu'on disait que ça avait coûté 20 000 pour le décor, je pense. Quand même 2 chaises sur un fond bleu. Je ne sais pas où ils ont pris les chaises. Là. Mais bref, c'est ça. Fait que nous autres, en tout cas, on a clairement dépassé la moyenne. C'est le 134e épisode aujourd'hui, je pense. C'est 134 semaines qu'on se parle. Ouais. Il y a des sujets qui sont revenus plus d'une fois au fil du temps, soit par les auditeurs avec les Q&A, soit parce que ça méritait de. On a fait plusieurs podcasts. Il faut se répéter. Oui, mais on a fait plusieurs podcasts sur l'énergie parce que ça correspondait à plusieurs articles différents, dont un sur Hydro-Québec, un autre sur les énergies renouvelables à un moment donné. Mais aujourd'hui, on peut peut-être parler d'un sujet qu'on n'a encore jamais abordé. Puis c'est toi qui as envoyé cet article-là dans notre conversation de groupe que tu as publié en fait tout récemment. Si je ne me trompe pas, c'est le 20 mai 2024. Tout frais. Donc, c'est tout droit sorti du four, comme dirait l'autre. Et d'abord, c'est un article que tu as publié en collaboration avec trois co-auteurs, si ma compréhension est bonne. Peut-être nous présenter un peu. Mais en fait, je vais dire le sujet, puis après ça, je te laisse présenter un peu peut-être les gens avec qui tu collabores, puis c'est quoi le propos qui est défendu là-dedans. C'est que, on a parlé beaucoup dans les dernières années puis dans les derniers mois d'immigration, bon, à cause de toute l'histoire, les travailleurs temporaires, les réfugiés, le chemin Roxane. Donc, c'est un sujet qui revient tout le temps. On a fait plusieurs podcasts là-dessus. Le dernier, c'était celui où on parlait de l'idée d'un économiste de mettre un permis, finalement, d'immigration, un droit d'immigration où tu payes 50 000 $. Tu as le droit d'immigrer au Canada, par exemple. Ce permis-là, tu peux le revendre à quelqu'un d'autre si tu décides de t'en aller. Puis bon, on avait exposé cette idée-là. Et beaucoup de gens, quand on parle d'immigration, soit pour ou contre, ils vont dire ouais, mais là, il y a un enjeu qui est l'enjeu de la natalité. Bon, la natalité descend dans la plupart des pays occidentaux, dans tous les pays occidentaux, je pense, finalement. Et donc, mettons, Yann, c'est un argument qui avait sorti face à Bernier quand ils ont eu leur débat. La natalité est en pente descendante. Fait qu'à un moment donné, si tu veux que la population se soit viable de soutenir économiquement une population vieillissante, il faut que tu aies des gens dans la population active, fait qu'il faut que tu as besoin d'immigration. Et la réponse qui vient souvent, c'est ouais, mais on a juste à faire des politiques natalistes. Et là, souvent, ça fait référence un peu à des chèques envoyés aux parents à maison, tous des trucs, en fait, qu'on fait déjà au Québec, au Canada. Mais en faire plus. Mais n'en faire plus. Fait que, je ne sais pas si les gens réalisent, là, mais au Québec, tu es quand même relativement très subventionné là, pour avoir des enfants. Là. C'est-à-dire que tu as des garderies d'État qui sont à des tarifs subventionnés, tu as des chèques qui sont envoyés, des allocations familiales. Donc, il y a plein de programmes comme ça qui, à la base, on ne le dit jamais, mais c'est un peu des programmes natalistes, finalement, là, dans la manière dont c'est pensé. Puis l'article que vous avez écrit parle justement de ça. Je vais le faire apparaître à l'écran. Ça s'appelle Child Care Regulation and the Fertility Gap. Donc, publié il y a quelques jours, en fait. Là. Fait que, même pas un mois. Même pas un mois. Donc, je vais te laisser peut-être expliquer un petit peu plus le contexte de ça. Et oui, Yann n'est pas là. Il n'a donné aucun justificatif. Il est supposé d'arriver à un moment donné. C'est pour ça que le podcast va être meilleur. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'en tout cas, toute la partie où il n'est pas là, faudrait qu'on se dépêche avant qu'il arrive et qu'il parte sur des chires puis qu'il nous distrait de l'usuel. Mais le point est bien simple. C'est que les gens, présentement, ce qu'ils semblent vouloir parler constamment, c'est qu'il faut plus de subventions pour avoir des enfants. Le problème de ça, c'est que les subventions ont l'air d'avoir un effet, mais il est assez modeste pour une raison. Donc, tout seul, donner de l'argent aux gens, si je donne de l'argent puis je ne leur fais rien payer de plus, ça a l'air d'avoir un effet. Le problème, c'est quand tu prends ce qu'on appelle l'équilibre général, puis tu tiens compte du fait qu'il faut que tu taxes les gens pour ça,
ben, d'une main, tu réduis le coût pour les parents d'avoir des enfants, mais tu réduis aussi le bénéfice du travail. Le Ouais. résultat est donc ambigu. Et nous, ce qu'on dit, c'est que ces genres de politiques-là, peut-être dans les premiers moments, surtout s'ils sont très redistributifs, peuvent avoir un effet, mais quand tu as déjà fait autant, disons, que le Québec fait, c'est très peu plausible que tu vas avoir des effets additionnels. Mais il ne peut Si pas vous... avoir des effets, excuse-moi de te couper, là, mais il ne peut pas avoir des effets pervers à ça dans le sens que tu regardes, par exemple, la situation actuellement au Québec. Oui, théoriquement, les gens ont accès à des CPE, donc des places de garderie subventionnées. Ça coûte quoi, 10 piastres par jour, un truc comme ça. Je ne me souviens plus combien, là, mais bref, c'est pas un gros montant. OK, fine. Sur le papier, tu te dis, ben, ça devrait être un incitatif à avoir des enfants parce que pour beaucoup, faire garder un enfant, ça représente des coûts, ça vaut-tu la peine d'aller travailler quand même? Bon, il y a quelque chose là-dedans qui est de dire ben, ça offre aux gens une sécurité. Par contre, comme tout ce qui est géré par l'État, on n'est jamais capable d'arrimer l'offre avec la demande, ce qui fait que des gens Ouais. sont sur des listes d'attente. Et finalement, moi, j'ai des histoires que j'ai entendues de plein de gens me dire ben, Des histoires horribles. j'en ai pas de place en garderie. On pensait avoir un deuxième enfant. C'était tellement n'importe quoi pour le premier avec ça. On veut plus rejouer dans ce film-là. Je l'ai entendu. Écoute, je te dirais ça de même. Les deux mécanismes que je te décris, là, c'est que, OK, Econ 101 d'avoir des enfants, dans le développement économique, un des premières affaires qu'on fait, c'est qu'on a moins d'enfants. Tout simplement parce qu'on switch du nombre d'enfants, de la quantité pour la qualité, puis on investit davantage dans le capital humain de nos enfants. Donc, tu t'attends à, dans une certaine marge de revenus, à voir qu'on change de quantité vers qualité. Le problème, c'est qu'après, il y a l'air d'avoir des signes qu'après un certain niveau de revenus, il y a des gens qui se mettent à faire l'inverse, qui font, oui, plus d'investissement en qualité, mais ils sont tellement plus aisés que le coût d'avoir un enfant en termes de revenus ou de dépenses est particulièrement plus bas. Donc, quand je dis que l'État a de la difficulté à, toi, tu dis arrimer l'offre et la demande, ben, c'est parce qu'il n'est pas capable de comprendre tous les effets qu'il y a sur la demande. Parce que d'un côté, il dit, ben, je vais subventionner, donc les gens vont en avoir plus, mais de l'autre côté, tu taxes plus, fait que tu t'empêches ce point, le point de curvature où est-ce qu'éventuellement tu dis, Ouais. ouais, mais maintenant, je veux plus d'enfants et qui ont plus d'éducation, etc., etc. Ben, c'était une façon de parler, là, mais en gros, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une demande pour des services de garde et eux, Ils malheureusement, sont pas capables de le fournir. leur logique, eux, c'est pas de fournir la demande, c'est de contrôler le coût par la liste d'attente. Oui, ben, c'est pour ça que l'article, nous, ce qu'on dit, c'est changeons toute la conversation complète. Fait que l'agenda, c'est pas moi le leader sur ce projet-là, c'est Clara Piano. Et on a 3 articles planifiés. Il C'est y en a, donc un beau nom. ben, je sais, elle est vraiment incroyable. Elle a marié un de mes meilleurs amis en plus qui s'appelle Ennio Piano. En fait, c'est sur les articles qu'on prépare, il y a comme Ennio va se joindre à nous sur le 3e. On est 3 de descendance italienne, dont un qui l'est absolument. Elle c'est une Polonaise qui a marié un Italien. Anyway, c'est complexe. Monsieur et Madame Piano. Monsieur et Madame Piano sont une équipe J'adore. d'économistes. Ils sont vraiment le fun en plus. Mais elle a lancé l'agenda en regardant liberté économique en général et euh, le fertility gap. Puis le fertility gap, c'est le taux d'enfants que les femmes qui ont complété leur fertilité disent qu'elles aimeraient avoir eu et le taux accompli. Donc, en gros, tu veux savoir, compte tenu des préférences, à quel point tu tombes court de ça. Et Et ouais. l'idée, c'est que ça contrôle pour tout un paquet de problèmes en faisant la question comme ça. Et elle, ce qu'elle a regardé, c'est OK, regardons les environnements à haute liberté économique en général pour 2 raisons. Liberté économique va augmenter le développement. Donc, tu pourras avoir l'effet dont on parlait tantôt, que les gens veulent avoir plus d'enfants maintenant parce qu'ils sont tellement riches que le trade-off s'est complètement amoindri, ou que le développement économique, la liberté économique aussi, permet un environnement entrepreneurial tellement plus libre qu'il y a des manières de réduire le coût d'avoir un enfant indépendamment du nombre que tu veux. Et là, elle a trouvé que oui, ça a l'air d'avoir ces effets-là. Les endroits à l'intérieur des États-Unis, parce qu'elle prend les données d'État, OK, qui ouais. ont plus de liberté économique, ont un plus petit gap
entre le désir et l'accompli, et elle dit à peu près si l'État le moins libre devrait devenir aussi libre que le plus libre, tu aurais à peu près 0,3 enfants de plus par femme aux États-Unis. Ce qui est quand même assez gros comme effet. C'est plus gros que à peu près 2 fois les programmes qui sont mentionnés au Québec, qui sont les plus généreux, parce qu'ils sont souvent étudiés. Le Québec a été hyper généreux. C'est souvent un des cas étudiés dans la littérature. Mais les autres articles, ce qu'on dit, c'est regardons maintenant des mécanismes un petit peu plus précis, parce que là, c'est liberté économique en général. Ouais, Les c'est deux comme autres, flou. Ben, pas c'est un flou, peu mais flou. c'est trop général. Trop générique. Trop générique. Fait qu'on dit regardons le logement et la réglementation sur les garderies. C'est sûr que le logement, forcément, pas besoin d'avoir un prix Nobel pour comprendre que si tu n'es pas capable de trouver un logement, encore plus. C'est drôle, j'ai fait des recherches pour quelqu'un l'autre fois, pour une personne que je connais qui a besoin de trouver un logement. La personne a 2 enfants, monoparental, 2 enfants. Si tu veux qu'il y ait une chambre chaque, ça te prend un 5,5. Toi, tu as ta chambre, chaque enfant a sa chambre. Un 5,5, dans le contexte actuel, bonne chance. Donc, ça, c'est un problème. Là. Forcément, elle, c'est une personne qui est établie, mais mettons que c'était un couple qui dit ben nous, pour l'instant, c'est en appartement, mais on aimerait avoir 2 enfants. Ben là, c'est sûr que ça joue dans l'équation. Ben, écoute, tu as absolument raison. Puis c'est même tellement important. La raison, tout ce que les gens ont besoin d'espace. Un enfant, ça nécessite énormément d'espace dans une maison. Si vous avez des enfants, là, je sais que toi, tu n'en as pas. T'en as pas. Non, j'en ai pas. Okay, good. J'ai eu comme un doute de 2 secondes. Mais ceux pas qui ont que des je sache, en tout cas. Pas que tu dis, OK, d'accord. Peut-être que José n'est pas au courant que. Exact. En tout cas, on va laisser ça de côté. La blonde à Frank ne s'appelle pas José, on parle de José Legault ici. Ça serait tellement drôle qu'il y ait un enfant bâtard entre toi et José Legault. Je voudrais juste rencontrer cet enfant-là. Juste voir le jeu de la génétique. Oh, il y a de quoi de pas net qui s'est passé. Écoute, ça serait incroyable. Mais mettons cette joke-là de côté. Si vous avez des enfants, vous avez vu la quantité d'espace qu'ils demandent. Dès que tu en as 2 de genres différents, il y a encore plus une contrainte de les mettre dans des pièces séparées, surtout quand l'âge augmente des enfants. Quand ils sont jeunes, tu peux les mettre dans la même chambre. Mais si, disons, tu as une fille de 14 ans et un garçon de 6 ans, tu ne les mets pas dans la même chambre. Tu as un besoin d'espace. Et la petite littérature qui existe là-dessus, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, montre que si tu donnes $1 de plus en revenu aux gens, l'effet est plus petit que si tu réduis de $1 le prix du logement. C'est assez sidérant parce que tu dis $1, c'est $1. Non. Les gens sont beaucoup plus sensibles au prix. Dans la demande d'enfants est plus sensible au prix du logement qu'il ne l'est au revenu de la personne. Donc, l'élasticité face au prix est plus forte que l'élasticité face au revenu, ce qui est absolument sidérant comme point. En fait, ça met un peu sur le cul de voir ça, mais quand tu prends le temps d'y penser, si tu es un parent, tu le vois que ça fait du sens. Le coût de l'espace est vraiment une variable hyper importante. Est-ce que c'est pour ça, puis Yann vient d'arriver dans l'antichambre, donc on le laisse pénétrer dans le podcast. Donc, non, mais ce que j'allais dire, c'est que est-ce que l'aspect du logement, est-ce que ça pourrait expliquer, par exemple, qu'à l'intérieur d'un même territoire donné, où tu as le même degré de liberté économique, les gens vont avoir, par exemple, tendance à avoir plus d'enfants en région qu'en ville? À cause de l'espace, justement. Exactement. Aussi, les gens qui veulent plus d'enfants vont se déplacer vers les régions. Donc, tu as un peu un effet de sorting. Mais la réalité, c'est que les gens sont hyper sensibles à ça. Si demain matin, disons, Toronto voulait déréglementer massivement le logement, tu trouverais une augmentation de la fertilité parce que maintenant, les désirs des gens, tu prends encore une fois le gap entre ce que les gens disent vouloir et ce que les gens accomplissent en termes sur cycle de fertilité, ils en auraient 0,3 de plus. Ce qui est assez colossal comme différence, encore une fois. Le logement, c'est vraiment une des variables qui compte pour beaucoup dans les décisions de fertilité. Ça, c'est le papier qui est en préparation, celui que tu as montré. On dit, OK, un autre qui est important, l'autre coût qui est important avec les enfants, c'est les services de garde. C'est le service, après le logement, c'est le deuxième. Statistique Canada avait fait ça il y a une couple d'années. Ils avaient demandé aux parents la liste des facteurs qui comptaient pour eux.
Le coût de l'espace était dans le top 3. Le coût des services de garde était aussi dans le top 3. J'oublie c'était quoi le premier, mais c'est des variables hyper importantes dans les décisions de fertilité que les gens ont. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, OK, il y a une place qu'on peut étudier ça. Aux États-Unis, les services de garde sont toutes les réglementations sur l'offre sont au niveau des États. Fait que prenons les indices de réglementation qu'on peut causer, puis regardons si la réglementation A affecte les prix. C'est Puis est-ce intéressant. que les prix affectent. Ouais. Tu veux dire que le gouvernement fédéral américain a assez peu d'emprise là-dessus, fait que ça te permet de voir, mettons, c'est quoi la différence sur ce niveau-là entre, je sais pas moi, la Californie et la Caroline du Nord? Oui, exactement. Ou le pire État en passant dans toute la gang, c'est le Connecticut. De loin le pire, parce qu'il y a plusieurs types de réglementations. Tu as le nombre d'enfants maximum que tu peux avoir par enseignant. Tu peux avoir le nombre maximum d'enfants par groupe, indépendamment du nombre d'enseignants. Après, tu as les degrés minimums qu'ils doivent avoir. Fait que, tu sais, genre, il y a des États comme le Connecticut aussi qui disent que des éducatrices en service de garde devraient avoir une maîtrise. Ce qui est oh, il y a des affaires comme ça que, en fait, les gestionnaires. Oh, des affaires comme ça que les gestionnaires de services de garde doivent avoir. S'ils sont en centre, doivent avoir une maîtrise. Et s'ils sont en centre, les travailleurs doivent avoir un baccalauréat. S'ils sont en milieu familial, c'est un peu différent, mais même la gestionnaire doit prouver qu'elle a un certain niveau de compétence devant un conseil, un regulatory board, je ne sais pas comment appeler ça, mais un tribunal administratif, comme les très compétentes personnes du tribunal administratif du logement au Québec qui devraient ne pas exister, soit dit en passant. Mais ces réglementations-là, quand tu les regardes, dans la littérature, sur la qualité, sur l'importance, ces variables-là sont zéro importantes sur la qualité des services de garde. C'est la seule chose que l'État est capable de comprendre quand il réglemente. Mais ils ont des effets massifs sur les coûts. Et comme les coûts augmentent, le coût d'avoir un enfant, ben, plus les coûts sont élevés, moins les gens ont d'enfants. Fait que nous, on montre que réglementation augmente coûts réduisent la fertilité. Et il y a un lien très fort entre ça. Si les États-Unis devaient adopter, si l'État le plus réglementé, genre le Connecticut, devenait aussi déréglementé que le moins réglementé qui est la Louisiane, là, on ne parle pas d'une grosse déréglementation. Là. Il n'y a pas un écart gigantesque entre les deux. Là. Ils ont tous les deux des réglementations. C'est une mineure déréglementation dont on parle ici. Tu pourrais fermer le fertility gap par 0,2 enfants. Ce qui n'est pas 0,2 enfants de plus par femme, je dis ça de même. On arrive à 1,58 au lieu d'1,38. C'est quand même une grosse différence. Puis on a fait dans l'article une petite simulation puis ça, une bonne manière de le voir, c'est dans les trucs de régime de retraite public qui disent c'est quand est-ce que ça sera plus solvable parce qu'il va y avoir le déficit actuariel et X. Ben, on regarde que juste déréglementer les services de garde, repousse de 5 ans la date d'insolvabilité de Social Security aux États-Unis. Si tu es capable de générer le même effet, tu repousses de ce nombre d'années-là. J'oublie une chiffre exact, je pense que c'était 7 ans ou 5 ans, j'hésite, mais tu repousses la date butoir de quand même beaucoup pour un truc qui est quand même assez trivial dans le grand schème des choses. Mais les réglementations sur les services de garde sont tellement importantes dans l'augmentation des coûts des services de garde. Et ça n'ajoute rien à la demande. Ce n'est pas quelque chose qui protège la qualité souvent. Tout ce qu'elles ont comme effet, c'est d'augmenter les coûts et donc de réduire la fertilité. Écoute, j'écoute ce que tu dis, puis t'as pas envie de t'ostiner, hein? Non, mais c'est la première fois, je pense, de ma vie que j'entends quelqu'un parler de ce sujet-là, autre que par les niaiseries qu'on entend habituelles. Genre, il faut envoyer des chèques aux parents. Bonus. Ouais, c'est ça. Non, mais ces affaires-là, ça ne peut pas marcher aussi bien que ce qu'on croit. Tout simplement parce qu'à un moment donné, tu dois augmenter les impôts des gens. Par définition, c'est des programmes redistributifs. Fait que tu vas faire en sorte que quelqu'un paye. Puis si tu réduis le revenu d'une personne, un des effets, c'est qu'il va se dire, ben, je vais retarder la date de fertilité. Il a l'air d'avoir une sensibilité en passant au taux d'impôt sur les décisions de fertilité. Donc, tout ce que tu fais au final, c'est que oui, tu donnes d'une main, mais pour donner d'une main, il faut que tu enlèves de l'autre un peu. Fait que l'effet est un peu plus ambigu que ce qu'on réalise dans le grand schème des choses. Tu sais, moi, j'ai tendance à penser que cette mentalité-là, par rapport au service de garde, ça va juste empirer le problème.
Je l'ai ici, là. Que souhaitons-nous? Subventionner la qualité des services éducatifs pour les tout-petits ou le profit commercial des propriétaires de garderies privées? Hashtag lesbienne 2021. Ouais, et ça, c'est monsieur Joël Pétonque, lesbienne 2021, Arsenault. Pour ceux qui ne savent pas, on ne pense pas que Joël Arsenault est lesbienne. On pense juste que c'est son mot de passe pour des plateformes, pour des plateformes particulières de tout acabit. Parce qu'il a écrit ça dans son tweet. Mais ces genres d'affaires-là, c'est vraiment une sorte de catch-22 parce que... Je pense à une lesbienne présentement, c'est dur. Hein? Non, je pense à un graphique d'offre et de demande. Ah, OK. Mais tu peux avoir un graphique d'offre et de demande pour... Oui, c'est ça, ça se peut aussi. Mais ça s'applique. Moi, j'aime les courbes. Hein? C'est ça. And Run! Ta femme, c'est une lesbienne! J'avais dit que quand il allait arriver, il y a des trucs qui allaient déraper. Je sais, t'avais absolument raison. Je crois que la meilleure scène dans Slapshot, c'est quand même Dunlop. T'es un suceur de graines, Dunlop. Quand j'ai le temps! T'es sérieux? C'est vraiment la meilleure, tu trouves? Pour moi, c'est ma préférée. La phase de « Quand j'ai le temps! » Tu te fais insulter par un doute, tu réponds à un truc que le gars, il s'attend, fuck all, tu l'insultes même pas, puis lui, il est là, je suis confus. Ça, c'est les meilleures insultes. C'est les meilleures réponses aux insultes de gens. Tu peux bien aimer les jokes de papa, man. Ben ouais, écoute. Mais tu sais, je comprends l'arrière-plan de gauchisto-péquiste en arrière de ça, là. Mais tu sais, quel est le problème à ce que, OK, même s'il y avait des gens qui veulent ouvrir des garderies, là, et ce sont des avares de première, des gens là, assoiffés de sang là, qui n'en veulent qu'au portefeuille des gens. Quel est le problème à ce que ces garderies-là existent et que des gens qui ont les moyens y envoient leurs enfants? Si ces gens-là veulent volontairement se faire flouer par des profiteurs, qu'est-ce que ça peut me faire? Ouais, mais pourquoi quand on donne un service à la population, as-tu l'impression que tu te fais pas fourrer, toi, à SAQ? Oui, j'ai beaucoup l'impression qu'il y a des gens assoiffés. Les surprofits, moi, la seule place où j'ai vu ça, c'était à SAQ. Ben, en fait, on en avait parlé dans le temps des fêtes. On avait parlé dans le temps des fêtes. La marge de profit des épiceries, c'était 2,1 %. La marge de profit au Québec pour les ventes d'alcool, sans précision du type de commerce, mais on peut présumer que c'est la SAQ qui représente ça, c'était 30 quelques %, la marge de profit. Donc, 30 quelques. En tout cas, les méchants profits. L'État aime vous traire. Mais c'est encore plus simple que ça. Prends un graphique d'offre et de demande. Je sais que c'est difficile pour des politiciens de comprendre ça, mais déplace la courbe de demande. Tu subventionnes la demande, la courbe se déplace vers la droite. Tu vas avoir plus de gens qui vont avoir des services de garde, mais le prix va être plus élevé. Ces gens-là, ils veulent jouer sur la variable de on va subventionner quelque chose, puis ça va pousser la demande, les gens vont avoir plus de spots. Ouais, mais tu n'es pas en train de réduire les coûts. Si tu veux avoir plus de services, il y a une autre manière, c'est de pousser la courbe d'offre vers la droite de telle sorte que tu réduis les coûts. Puis l'État, il est bon pour augmenter les coûts. Tu dis que, juste à Montréal, l'effet du logement empile sur tout parce que c'est difficile de trouver une bâtisse, c'est difficile de trouver des unités de place. Donc là, tu as un loyer gigantesque à payer. Tu as des garderies à Montréal qui dépensent 40 à 50 % de leur budget sur une calice de bâtisses. C'est sûr que tu te retrouves avec des coûts plus élevés. Si tu dérèglementes, tu réduis les coûts, tu réduis les prix. Tu enlèves les espèces de requirements débiles sur la taille des salles de classe, sur le nombre d'enseignants, tu laisses le marché décider ça. Ce que tu vas se passer, c'est que tu es en train de réduire les coûts. Tu es en train de réduire les coûts, donc tu es en train d'augmenter l'offre. Et donc, tu vas avoir plus de gens qui vont être servis pour moins cher. La cour de Joël Arsenault, ce qui lui se dit, c'est « Hey, on va prendre la manière la plus stupide possible de créer plus de services. » Ouais, mais le gars pas dedans, Tim Hortons, il comprend-tu ce qu'il dit? Parce que moi, je pense que le gars pas dedans, Tim Hortons, il n'a pas compris ce que tu dit. Hey, je veux bien, mais ce que je dis, c'est plus intelligent. Les péquistes, comme Joël Arsenault, ne s'adressent qu'aux édentés. Puis j'ai le droit de le dire, on se l'est fait dire en 2020-2021 par Patrick Lagacé. Patrick Lagacé, c'est un édenté intellectuel, OK? On peut se le dire très clairement. Un édenté intellectuel. Quand ça mord intellectuellement, je ne ressens rien. C'est ça.
Mais le parallèle que tu faisais avec le logement est bon parce que tout le monde qui a une tête à peu près normalement constituée se rend bien compte que, écoutez, il n'y a pas assez d'unités pour la quantité de gens qui veulent se loger. Donc, forcément, ça crée une rareté. Forcément, les prix augmentent. OK, parfait. Et là, qu'est-ce que ces gens-là font? Ils proposent un plan dans lequel ils vont c'est la même chose avec l'habitation, les maisons. Ils proposent un plan dans lequel ils vont subventionner des prêts hypothécaires. Là, tu te dis, je ne sais pas, là, mais il me semble que tu n'as pas besoin d'avoir fait un doctorat en économie pour comprendre que s'il y a une quantité X de maisons et qu'il y a trop de gens qui veulent avoir des maisons, si je paye des gens, le prix va monter. Je ne le sais pas, là, mais me semble, c'est comme j'ai dit cette semaine avec Simon Rochelot, il me semble que ça, c'est niveau économie familiale. Tu sais, juste avant qu'il nous monte à coudre des bobettes là, dans le cours, là, et on avait un petit exposé sur l'offre et la demande. C'était à peu près ce niveau-là là, de compréhension. Oh oui, ça ressemble pas mal à ça. Comment il disait antagoniste dans le temps qui était bon? Arguing with idiots? Oui. C'est pas faux. Mais en même temps, on peut comprendre l'idée de certaines subventions si ce que tu veux, c'est le rendre accessible à une fraction de gens. Genre, tu veux pas que ça soit juste un truc. Mettons, tu dis on veut faire un transfert ciblé pour les plus pauvres. Fine. Mais eux, c'est pas ça qu'ils parlent. Ils parlent de dire on va donner de l'argent, le même montant, mettons, à tout le monde. Mais c'est ce genre d'affaires-là. Mais faut-tu être cynique, Vincent? Vincent, faut-tu être cynique pour penser sincèrement que tout ce qui manque pour qu'un gars et une fille fassent des bébés, c'est 500$? Hey, on va lui donner des bébés bonus. Ils vont se mettre à féconder. Là. Ça va copuler le Québec. Là. Ça va être débile. Mais ces gens-là, ils pensent... être méprisant envers le peuple pour penser sincèrement que tout ce qui manque pour prendre la décision d'avoir un enfant, qui est une décision qui coûte fucking cher. Hey, si tu penses qu'un enfant, ça coûte pas cher, ça coûte cher en tabarnak, un enfant. C'est débile comment ça coûte cher. Oh, c'est 250 000$ minimum sur le 18 ans. Ce chiffre-là, là, je ne l'ai jamais cru. C'est 400 000$. Ça coûte cher, un enfant. mais on comprend l'idée. Là. Ouais, ça coûte cher, mais ce chiffre-là, là, à un moment donné, il faudrait faire un podcast sur des mythes comme ça. Ça, c'en est un. C'est plein de dépenses que tu fais déjà. C'est comme des affaires, là, comme le truc des transports en commun là, cette semaine, l'étude bidon qui a été sortie, que le coût d'un kilomètre. Le coût collectif d'un kilomètre de transport en commun, c'était 1,50 $. Le coût collectif du vélo, c'était 50 cents. Puis l'auto, c'était 350 000 $ par seconde. Quelque chose comme ça, là. Ça faisait pas de sens. Mais c'est la même type d'affaire ici. Je crois pas que tu ma phrase à cette heure, fatigué? Non, aussi, il faut que je te corrige. Tout le temps. Okay, c'était chauve, toi, puis je t'écœure pas avec ça. Non, mais ça coûte cher faire un enfant. C'est définitif là, que ça coûte 25, 50, 250 000, m'en sac un peu. C'est extrêmement dispendieux. C'est une décision que tu prends d'aller de l'avant avec ça quand tu as une stabilité. Tu as de la stabilité dans ta vie. Tu as une stabilité dans ton couple, tu as une stabilité dans tes finances, tu as une stabilité dans ton immobilier, tu as une stabilité dans ton travail. À un moment donné, les planètes sont mises en place, puis tu décides d'aller dans cette direction-là. Mais là, on vit dans un monde présentement où il y a de plus en plus de célibataires, où est-ce que les gens ont de la difficulté à se loger à prix abordable, où est-ce qu'on se fait égorger de plus en plus par toutes sortes de taxes, de tarifs, de règlements, d'impôts. C'est hallucinant. C'est dans le monde dans lequel on vit présentement. Mm-hmm. C'est tous des freins à la fécondité, ces choses-là. Il y en a d'autres des plus subtils. J'achève ma phrase, ce sera pas long. Okay, tu vas avoir ton tour, tu vas pouvoir faire ta phrase de 10 minutes après. Mais à un moment donné, tu es là, tu te dis, crime, ces Christy de politiciens-là, infantilisants, méprisants envers le peuple, ils disent, attends un peu, on va le régler le problème de fécondité. Vous allez voir, on va pouvoir fermer les portes à l'immigration bientôt. Là, il va y en avoir des bébés au Québec. Ah ouais, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner un chèque aux gens. On va donner un chèque aux gens. On va faire des bébés bonus. On va augmenter les allocations familiales. On va vous donner des congés de maternité plus longs. On va subventionner des garderies. On va étatiser des garderies. On va les nationaliser. Vous allez voir, ça va être magique. Ça ne coûtera rien.
Ça ne coûtera plus rien faire des enfants. Ça ne coûtera rien. Tu vas avoir plein d'argent, tu vas avoir plein de bonus, tout ça. On a enterré les Québécois de programmes sociaux. On a enterré les Québécois de programmes natalistes. Les Québécois nagent dans l'inconsistance fiscale, dans l'injustice fiscale par rapport à tout ce qui peut exister au niveau nataliste. Puis on a un des plus petits taux de fécondité au pays. Alors qu'on avait le plus haut dans le passé au Canada. Je veux dire, il ne faut jamais oublier ça. On est parti de loin pour arriver à être là. On est parti du top pour aller au bas. Puis là, tout ce qu'on va proposer, c'est de faire plus que ce qui marche clairement pas. Quand est-ce qu'on va évaluer nos politiques publiques en fonction des résultats qu'ils offrent? Ben, c'est ça. C'est que pendant que tu n'étais pas là, Yann, c'est l'introduction que j'ai faite. J'ai dit, quand tu as eu. Quand tu n'étais pas là, as-tu compris? Quand tu as eu le débat avec Bernier, il t'a sorti ça à un moment donné. Et toi, tu disais, ben oui, mais la natalité, les gens ne font pas d'enfants. En fait, c'est pour ça qu'on a besoin d'immigration à cause de la pyramide démographique. Et lui, il t'a dit la phrase que tout le monde sort tout le temps, on a juste à faire des politiques natalistes. Je disais, oui, mais il y en a plein de politiques natalistes. Il y en a plein. T'sais, le régime d'études enregistrées, c'en est une. Il y en a plein. Là. Il y en a une tonne. Puis l'affaire, c'est qu'on en donne tellement que c'est dur à croire que d'augmenter ça de 5%, ça serait le même effet que quand on les a créés initialement. Les gens pensent qu'on peut juste extrapoler ce qu'on faisait avant, puis si ça avait augmenté de... Parce qu'il y a eu des effets. Les raies ont eu un effet. Il y a une littérature sur ça. Ils ont eu un effet. Mais ça, c'était quand on les a créés. Tu es passé de 0 à peu importe c'est quoi la 10 800 $ de subvention par enfant, possible. Okay. Bon, ben, une fois que tu as créé ça, passer de 0 à 10 800, c'est infiniment plus. Passer de 10 800 à 20 000, c'est à peu près un double, mais ça va être l'effet est massivement plus petit. Marginalement, tu ne vas pas avoir le même effet. Tu n'auras juste pas les effets qu'on a eus dans le passé. La vraie chose que tu devrais te concentrer, c'est ce qui coûte les gens. Les gens ont des coûts à avoir des enfants. Tu essaies juste de jouer sur le bénéfice d'avoir des enfants, puis ça ne compte pas pour beaucoup. Puis surtout que les bénéfices d'avoir des enfants, la plupart, tu les as dans 20-30 ans quand ils sont adultes. Les gens qui ont des enfants, quand tu leur demandes à 50, 60 ans, qu'est-ce qu'ils pensent, leur niveau de vie, tu compares les gens qui ont eu des enfants avec les gens qui n'ont pas eu d'enfants. Les gens qui ont eu des enfants sont systématiquement plus heureux. Tu regardes la distribution des Reported Life Satisfaction, les gens avec des enfants sont généralement des gens plus heureux en moyenne. Point barre. Okay? Ils sont juste moins heureux quand l'enfant a entre 0 et 8 ans. Parce qu'ils oublient c'est quoi dormir. 8 ans, mais arrête là. Non, mais c'est la période difficile où tu fais 50 000 tâches, ils ne sont pas particulièrement autonomes. Après 8 ans, ils gagnent en autonomie graduellement chaque année. C'est la période dans laquelle le bonheur des parents s'améliore. Tu regardes le niveau de bonheur d'un parent, ça fait une courbe en U. Ils ont des enfants, ça plante jusqu'à ce qu'il y ait à peu près 8-9 ans, puis ça recommence à augmenter. Mais quand ça rejoint le point initial, ça continue après. Ils sont plus heureux que quand ils n'avaient pas d'enfants avant. Donc, les enfants ont un effet positif. C'est tellement dans l'avenir que tu peux pas... C'est difficile d'ajouter quelque chose à ça. C'est difficile de compiler là-dessus. Surtout que le coût, tu le payes au début. Fait qu'arrête d'augmenter les coûts initiaux, baisse-les. Ces gens-là, ils ne comprennent pas que ce qu'il faut que tu fasses, c'est arrête de rendre ça coûteux. Fait que là, si on récapitule, les politiques qui sont en place, ils n'ont pas l'air de fonctionner, ou en tout cas, le ratio coût-bénéfice n'est pas rentable. Les deux affaires à date que tu as mentionnées, le coût du logement, qui ça est directement lié à toutes les politiques de red tape qu'il y a un peu partout, la réglementation, tout ça dont on a abondamment parlé. Fait que ça, c'est l'enjeu principal pour quelqu'un qui va avoir des enfants. C'est comment je vais faire pour trouver un Christie de 5,5. Parce qu'il n'y en a pas du marché locatif là, pour la maison unifamiliale, ça n'existe pas. Oui. Fait que, ça te prend minimal. Mettons que tu vas avoir des enfants et une qualité de vie correcte. Tu es un couple, tu dis, nous autres, on va avoir 2 enfants. Il y en a un des 2 qui est genre en télétravail, tout ça. Hey, ça te prend quasiment un 6,5 pour ne pas avoir une vie trop pénible. Et ça, c'est rendu des unités qui sont extrêmement chères et rares. Pour toutes sortes de raisons. Fait que là, si tu ne joues pas sur cette variable-là, tu as bien beau donner un chèque de 300$ à la famille. Dis, ouais, mais moi, ton chèque de 300$, c'est le fun, mais je suis pogné de vivre d'un 2,5. Je peux pas avoir. Non, c'est ça. Fait que ça a de l'impact. Puis l'autre affaire, c'est l'accès au. Dans le fond, tous les services de garde. Là.
Oui, exactement. C'est les deux sur lesquels tu peux avoir un gros effet. Puis juste donner une idée, là, dans l'article, il y a une mini-simulation qu'on est capable de faire à cause des résultats qu'on a. Si tu déréglementais le logement, tu déréglementais les services de garde, tu réduirais d'à peu près la moitié les coûts des services de garde. Donc, tu déréglementes. Donc, l'État qui passe de la moyenne nationale en termes de réglementation à la moyenne. Oui, mais les profits. Ça coûte plus cher, Vincent. Il y a des profits dans le privé. De quoi tu parles? Ouais, mais les profits. Le profit, tu le sais, pourtant, ça fait x10 sur les coûts. T'es pas au courant de ça? Non, je n'étais pas au courant. Non? Mais en gros. C'est ça qu'il dit, Joël. Écoute, les chiffres qu'on trouve, si tu étais capable de générer cette baisse-là dans le prix des services de garde, tu aurais le fertility gap, c'est pas juste 0,2 de plus, c'est quelque part entre 0,3 et 0,4. Fait que le 1,38 que Yann mentionnait, c'est de 1,38 à peut-être 1,68 à peut-être même 1,80, ce qui est absolument considérable pour une mesure qui est absolument relativement simple. Enlève les réglementations, laisse le marché évaluer ça. Présentement, là, peut-être il y a 50 ans, j'aurais dit qu'il y a peut-être une défense, mais regardez, n'importe qui est parent ici, combien d'applications il existe pour évaluer les services de garde? Tu as Wheelbright, tu as plein de trucs sur lesquels Québec, on en a une bonne. Oui. C'est une liste d'attente. Oui, bien, c'est ça le résultat de l'étatisme, là. Mais tu prends ta place, prends-la, ferme ta gueule, puis mets pas de tétoile, ça sert à rien, tu vas perdre ta place. C'est ça. Mais dans le marché américain, où est-ce que c'est moins réglementé, tu le vois, je peux te montrer l'application que j'ai pour mes enfants pour gérer ça. Puis je reçois constamment des photos, des updates. Je reçois un message quand mon garçon a l'air d'être malade et un paquet d'affaires qui rentrent comme ça comme information. Le marché a des mécanismes de gestion de la qualité et donc les gens peuvent évaluer le ratio coût-bénéfice bien mieux qu'un bureaucrate, surtout avec ce qui s'est passé cette semaine à Montréal et le service d'incendie, est clairement plus à même d'évaluer le ratio qualité-prix que les bureaucrates qui étaient les derniers de classe dans leur promotion. Sais-tu comment quand les bureaucrates ont réussi à faire fermer les garderies en milieu familial au Québec? J'ai-tu vraiment envie de le savoir parce que je vais me fâcher ou... Tu sais, dans le milieu familial, tu fais l'épicerie pour ta famille. Donc, éventuellement, tu te nourris dans ton garde-manger. Mais tu vas aussi faire l'épicerie pour... Tu vas chez Costco. Pour les enfants que tu vas garder. Fait que tu les nourris avec ce que tu mets dans ton garde-manger. Donc, tu bénéficies de tes économies d'échelle. Non. Tu vois rien aller. Tu achètes en gros. Non. Tu déduis des dépenses. Mais qu'est-ce qui arrive avec des déductions, tu penses? C'est qu'à un moment donné, il y a un bureaucrate qui dit « On est en mode prévenir l'évasion fiscale. On va aller compter les grains de spaghettis dans la bouloire. » Moi, j'étais sûr que tu allais me dire qu'ils allaient dire que tu devais séparer les usages des affaires. Fait que tu pouvais pas, tu sais, j'étais sûr que tu allais me dire ça, c'est encore pire ce que tu me dis, ça me fâche encore plus. Écoute, les bureaucrates du fisc ont été questionnés, les gens, pour leur demander si il n'y avait pas de la crosse au niveau de la déduction de dépenses qui servaient en réalité à la famille et non pas aux enfants qui étaient gardés. Fait qu'ils ont été les compter, les putains de graines de spaghettis dans la boîte. T'en mets combien pour ta famille? T'en mets combien pour les enfants que tu gardes? Après ça indirectement, t'augmentes les coûts de... Non, écoute, les services de garde familiale. À peu près toutes les femmes que j'avais dans ma clientèle qui avaient des garderies en milieu familial ont fini par se faire inspecter par l'impôt. Se sont toutes faites challenger leurs dépenses. On exigeait les menus, on disait tu chargeais de temps, puis là, on est allé normer ça. Puis... Mais tu sais, je veux dire, sérieusement, pensez-vous réellement que la femme en milieu de garde familiale, qui généralement faisait ce métier-là pendant que ses propres enfants étaient en âge de se faire garder, donc si elle avait 6 places, parce que ça aussi c'est réglementé, il y a des normes et tout. Si elle avait 6 places, son enfant souvent en occupait 1 ou 2. Ben, à un moment donné, si on dit hey, c'est sûr qu'il y a des gens qui font de l'évasion fiscale et qui passent des dépenses qu'ils ne devraient pas, là. C'est sûr. Fait qu'on va envoyer nos employés, nos ronds de cuir du ministère à vérifier tout ça. Puis
Ils ont écœuré une par une. Pour au final, quoi, 3-4 000 $ de plus par année pour. Ça va probablement coûter plus cher en termes de temps qu'autre chose. Mais sûr. te rappelles-tu, si tu étais là dans le temps de la DQ, que toi et moi, on était ensemble, on était jeunes. On était jeunes. Mais, non, j'avais pas de cheveux à cette époque-là, mens pas. Quand vous étiez ensemble dans le parti, tu veux dire. Là. Quand on était ensemble, je t'ai toujours connu pas de cheveux, toi. Non, pas de cheveux, c'est pré-2006. Tu m'as jamais connu avec des cheveux, man. C'est une autre époque qui n'a jamais existé. C'est une légende. Même lui s'en souvient pas. Je m'en souviens même plus, Gaulis. C'est une autre époque comme... J'en ai pas de joke. Mais il y avait un document, puis on avait parlé de ça dans le Conseil général des jeunes adéquistes. Puis je l'avais retrouvé il y a une couple d'années, puis là, je ne vais pas me mettre à le chercher parce que ça va me prendre une demi-heure. C'était une étude du ministère des Finances qui faisait la ventilation de où venaient les revenus de la lutte à l'évasion fiscale. Et 75%, genre, la part du lion venait des restaurateurs qui... avec les modules de vente électronique. Ou module électronique de vente, c'est ça, whatever. Puis que les gens avant, c'est parce qu'ils faisaient, c'est qu'ils passaient de l'argent en cash, puis ils disaient, je ne l'ai pas reçu, celui-là, puis que c'était toutes des crosses. Ils disaient, l'évasion fiscale, c'est dangereux. Puis finalement, tu laisses entendre qu'on parle du 0,13% le plus riche au Canada, hein, comme dirait le Devoir, le 0,13% le plus riche. Mais en réalité, celui qui se faisait crackdown, c'était un restaurateur, c'était des chauffeurs de taxi, c'était des gens que ce qui ne donnait pas au fisc, c'était des peanuts dans ça revenu au Québec récemment, Vincent. Tu as sûrement été d'un fast-food à quelque part ou d'un petit restaurant. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que j'insiste toujours de payer en cash en passant. As-tu remarqué quelque chose? On te demande toujours, voulez-vous la facture? As-tu été à une place qui ne te l'ont pas offert? C'est obligatoire en ce temps. C'est un règlement, cette affaire-là. Tu peux avoir une amende au Québec si la personne ne t'a pas offert de te donner la facture. C'est réglementé, man. Tu t'en vas au Tim Hortons, puis si tu es un inspecteur du fisc, là, oui, madame, je vais prendre un café, 2 laits, papa. Là, elle arrive, elle te donne ton café, tu payes avec ton PayPass, puis tu sacs ton camp. Si elle ne t'a pas dit la phrase suivante, voulez-vous la facture? Oui, si elle ne te l'a pas donné d'office, that's it. Une amende. Il y en a qui se demandent pourquoi les restaurants à Montréal ont de la difficulté à rester en business. On fait tout pour les aider. Mais tu sais, c'est parce que ton employé a juste un blanc de mémoire, oublie de dire la phrase. T'es fait, ça vient de te coûter, je sais pas, ça doit être des centaines de dollars. Au Québec, une amende, c'est tout le temps 1500$. C'est pas compliqué. Là. Je sais pas comment ça coûte, mais tu as des amendes pour ça. Méchante place de débile, là. Ouais, mais tu vois, mais ça c'est des affaires comme ça qui. Les gens, là, ils pensent que ça compte pas pour beaucoup. Puis c'est juste une. Là, il y a juste à pas crosser le système. Ça, c'est la réponse la plus classique. Mais les gens pensent que c'est des petites affaires. Mais accumule ces niaiseries-là, fais-en la somme. Puis t'en finis par mettre tellement de sable dans l'engrenage que c'est sûr que la machine ralentit. Tu peux pas penser que dire que la personne doit faire ci, doit faire ça, doit faire Y, doit faire ça comme ça, puis que tu dois le faire comme ça, puis que si tu veux faire ça, il faut aussi que tu aies le permis particulier. C'est 1000$ de demande. C'est d'un ridicule conseil. Au final, là, ce que tu m'as décrit là, pour revenir à la madame des services de garde, ce que tu fais, c'est que tu augmentes leur coût d'opération. Eux, voyant pas le bénéfice, vont juste pas offrir le service pour commencer. Les prix vont augmenter parce que tu réduis l'offre. Et ça, tu te retrouves avec, pour les gens de dire, avoir un enfant, ça coûte très cher, puis ça ne vaut pas la peine, donc je ne vais pas le faire. Présentement, là, si l'État arrêtait de faire un paquet d'affaires, pas d'ajouter des nouveaux trucs, tu pourrais probablement régler une grosse partie du problème de sous-fertilité là, qui est souvent mentionné. Le problème, c'est quand on parle de ça, by the way, on va se retrouver avec les imbéciles qui disent qu'il y a trop de gens sur Terre. Puis ceux-là, on va le dire ouvertement, si tu penses qu'il y a un surpeuplement sur Terre, tu es un imbécile. Tu es fondamentalement un imbécile. Tu viens d'insulter 80% de la population du Québec. I don't care. Vous êtes 80% des gens, ceux qui croient ça sont des imbéciles. Ouais, c'est juste. Non, mais pas juste des imbéciles, des monstres aussi. Là, quand tu es contre la vie. Là. Non, il y en a des pires que d'autres. Il y en a qui vont dire qu'il faut qu'on la réduise. Il y en a qui vont dire qu'il faut qu'on arrête d'en ajouter. Ceux qui disent qu'ils arrêtent d'en ajouter qui commencent par eux-mêmes. Hein?
Oui, c'est ça. S'il y a un line-up pour qui devrait être les premiers, si tu me dis qu'il y a trop de gens sur Terre, puis il faudrait qu'on en aille moins, puis qu'il y en a une couple qui devrait s'en aller, I volunteer Greta Thunberg. Si tu veux, vas-y, ma grande. Vas-y en premier. Moi, je te regarde aller, OK? Lâche-toi lousse. Mais les gens qui ont étudié, tu disais tantôt, il y a les politiques natalistes du Québec ont été étudiées, puis ça a fait l'objet d'études. Dans toutes les top revues. OK. Puis c'est quoi qui en ressort là-dedans, là, si on peut tracer les grandes lignes? Que c'est efficace, inefficace? Je pense que j'aurais préféré que tu me dises que ça n'a pas été étudié. Ah, c'est la raison, parce que c'est étudié que tout le monde triple là-dessus. Mais regarde, j'ai le chiffre ici dans l'étude, on le parle. Fait que là, je vais citer, pour mettre le chiffre, là, je traduis on the fly. Pour mettre le chiffre en perspective, Milligan, 2005, utilise la mesure, un programme d'incitation que le Québec a adopté dans les années 90, où une subvention de 1 000 $, équivalente à l'époque à 5 % du revenu de la famille moyenne en bénéfice, a augmenté le taux de fertilité pour les premiers enfants. Donc, ce n'est pas pour toutes les femmes, c'est juste pour les femmes qui n'avaient pas eu d'enfants, la probabilité d'avoir un enfant de 4 à 20 %. Ce qui est assez important. Right? Mais moi, ce qu'on montre dans l'article, c'est que, là, rappelle-toi, j'ai dit, tu donnes 5 % du revenu des gens, puis en moyenne, tu vas augmenter à peu près le 4 à 20 % que je te dis. Oui, mais t'as-tu devancé la décision ou tu as juste eu un impact permanent? Tu as un impact permanent. Donc, en gros, là, le nombre de femmes qui ont des enfants, mettons, au mieux, il y en a 20 % qui n'auraient pas eu d'enfants sans cette subvention-là. C'est ça que l'article trouve. OK? Oui. Mm-hmm. Tu prends l'effet d'enlever de la déréglementation des garderies dont nous, on parle, tu as le même effet. Tu as le même effet si tu déréglementes l'offre de garderie. Ça t'a coûté 0, par exemple. Puis ça t'a coûté 0. Là, puis t'as pas... Rappelle-toi, le 1 000 $ à l'époque, c'était 5 % du revenu de la famille moyenne. Moi, ce que j'ai proposé, c'était 0 dépenses additionnelles, 0 taxes additionnelles. Tu réduis les coûts de service de garde. Ben, finalement, ça revient à la même question que quand on parlait d'environnement. Tu disais, ben là, maintenant, il y a des solutions pour la pollution, puis il y en a des coûteuses, il y en a des moins coûteuses. Si je te subventionne de t'acheter un char électrique versus aller planter des arbres dans le bois, écoute, si on s'entend qu'il y en a un qui coûte pratiquement rien, puis l'autre coûte une fortune. Écoute, si je donne 1 million à Yann pour faire un autre bébé demain matin, je suis sûr que Yann y penserait pour No fucking way. Ben, 2 millions. No fucking way. 5. Non. 300. Je veux une vie, calvaire. 300 millions pour avoir un autre enfant. Non. 400. Ah, ça, là, arrête. Non, mais le Yann est parfaitement inélastique, OK? Mais il y a des gens que tu leur donnes. À un moment donné, le point, c'est que l'État, s'il voulait pitcher de l'argent... Attends, je retrouve ma liberté dans 5 ans. Je comprends. Mais si l'État voulait pitcher de l'argent à un problème, éventuellement, tu peux pitcher un paquet d'argent à un problème, mais éventuellement, tu vas régler quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est intelligent. Tu peux tuer une mouche avec un bazooka, félicitations, ça t'a coûté cher en tabarnak. Bien, nous, ce qu'on dit, c'est que toutes ces mesures-là, ça serait surprenant, étant donné la quantité de cash qui est pitchée, qu'on voit 0 effet ou même des effets négatifs. Il y a un prix pour tout, finalement. Il y a un prix pour tout, mais nous, ce qu'on dit, c'est que réduire le coût d'avoir des enfants, là, c'est bien plus cheap. Bien plus cheap. Arrête de réglementer les choses qui sont des facteurs dans le coût de décision d'avoir des enfants. Réduis le coût du logement, les gens vont en avoir plus d'enfants. Réduis le coût des services de garde, tu vas en avoir plus d'enfants. Mais à base, là, est-ce que c'est obligé d'être un objectif de société aussi de réaugmenter le taux de fécondité? Parce non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Tu sais, tout tourne autour de ça tout le temps. On dit, tu sais, moi-même, quand j'utilise ça dans un débat sur l'immigration, on dit, ben écoute, il faut dealer avec l'immigration, on n'a pas le choix. Avec un taux de fécondité à 1,38, ça n'a pas de sens. Puis là, la réponse étant, ben on a juste augmenté le taux de fécondité avec des programmes natalistes. Mais en bout de ligne, est-ce que c'est correct d'avoir un taux de fécondité en bas de 1? Est-ce que c'est grave, en fait? Ben, moi, je pense que non. C'est que la population va décliner. Là. Ben, oui et non. Je veux dire, la population mondiale... Oui. Non, mais je veux dire oui localement. Mais ce que je veux dire, c'est que, admettons que dans un pays développé, les gens, faire des enfants, c'est plus quelque chose qui les intéresse.
mais qu'il y a une fluidité, puis qu'il y a de l'immigration qui se passe, puis il y a des gens qui sortent des pays sous-développés un peu, puis qui viennent d'un pays développé, ainsi de suite. Il y a un transfert qui se fait comme ça. Puis qu'en bout de ligne, leur taux de natalité finit par baisser aussi de leur côté, ainsi de suite. Est-ce que c'est... Il est où le mal là-dedans? Est-ce qu'on est obligé d'amener la planète réellement à 15 milliards d'humains? Moi, je veux dire, quand les gens nous disent « Ah, ben là, on est surpeuplé, il faut que ça arrête, il faut qu'on change nos habitudes », moi, je n'embarque pas là-dedans. Mais est-ce qu'on est obligé d'être à 12 milliards éventuellement? Je te dirais que, honnêtement, j'ai 2 réponses à ça. La première, c'est moi, personnellement. Moi, je suis beaucoup plus conservateur dans ma vie privée que... Puis vous le savez, mais les auditeurs ne le savent pas. Moi, je suis personnellement très conservateur dans mes valeurs. Je suis aussi comme Roy Epen. C'est pas parce que moi, je suis conservateur dans mes affaires que je dois t'imposer comment vivre. Je pense qu'il y a des vertus à avoir des très larges familles. OK? Point barre. Moralement, je pense que c'est vertueux. Ma moralité, c'est pas la vôtre, puis c'est pas à moi de vous l'imposer. Je pense que ceux qui disent des affaires comme moi, je veux pas me reproduire, t'es un cave. Je te juge, puis d'accord, là, j'ai pas d'affaire à te dire de quoi faire, mais j'ai le droit de te dire que t'es un hostie de mongol. Félicitations. Je pense que c'est une vision complètement ridicule de dire jamais, jamais. Non, non, mais je pense que tu aurais. Moi, je pense que si on donne notre opinion personnelle, je vais la donner aussi. Là, c'était un peu en réponse à la question d'Yann. Moi, je pense que tout ça produit d'énormes problèmes sociaux. Puis à enlever les affaires de race là-dedans, c'est pas là où je m'en vais. L'énorme problème social, c'est la solitude. Si tu n'as pas de frère, tu n'as pas de soeur, tu vis de la solitude. Oui. Après ça, ça pose énormément de problèmes d'une population vieillissante avec des gens qui n'ont pas de famille, pas d'enfants pour les soutenir, donc entièrement dépendants de l'État. Ça aussi, ça pose... Puis, les enfants sont l'origine du social. Mais Yann, avant que je te laisse y aller puis que tu dises que je vais faire une phrase de 10 minutes, une fois que c'est dit, j'ai dit ce que je pensais, mais en même temps, c'est pas aux gens qui veulent pas d'enfants de payer pour ceux qui en veulent. Non. Il n'y a pas d'affaire. Si moi, de manière, dans mon héritage très catholique, j'ai décidé qu'une famille de plusieurs enfants, c'était une bonne chose, c'est pas à quelqu'un qui a décidé qu'il ne voulait pas d'enfants ou à un décroissantiste qui veut que la population de la Terre diminue à payer. J'aimerais ça le faire payer d'une autre manière, mais c'est pas moral de le faire payer pour quelque chose comme ça. Mes principes me disent non. Fait que l'État devrait normalement rien avoir à faire, mais en ayant tout étatisé, en ayant créé des programmes sociaux qui dépendent sur le fait qu'il faut que ce soit le jeune demain qui paye, ben on a comme forcé l'étatisation d'une discussion qui ne devrait pas être une discussion de politique publique. L'État ne devrait rien avoir à dire dans la taille des familles. Rien. Non, mais s'il veut arrêter de nuire, c'est parce qu'on pourrait conjuguer l'utile à l'agréable là-dedans. Là. C'est peut-être pas la bonne formulation, mais dans le sens que si tu peux avoir des politiques publiques qui font en sorte qu'il y a moins de réglementation, plus de liberté et que marginalement, ça augmente le taux de natalité, tu satisfais les gens qui se préoccupent de cette question-là, tu satisfais les libéraux, finalement, tu satisfais tout le monde, sauf les amoureux de la machine. Moi, ça me satisfait. C'est ça que j'allais dire. S'ils sont misérables parce qu'on donne plus de liberté aux gens, j'ai pas de problème. Mais tu sais, à un moment donné, il faut qu'on réalise aussi pourquoi on en est venu qu'à avoir moins d'enfants. Il y a un bout de mortalité infantile. Il y a un bout que les femmes voulaient avoir leur carrière. Il y a un bout qu'on n'en avait plus besoin justement pour assurer nos besoins de retraite parce que le capitalisme permettait l'accumulation de capital. La confiance en l'avenir qui permettait justement de croire que justement on ne vivra pas d'effondrement financier, ce qui fait en sorte que ce capital-là va être préservé et puis on va être capable de vivre au moment où est-ce qu'on est le plus vulnérable dans notre vie. Mais on semble oublier aussi qu'il y a eu tellement d'innovations technologiques au niveau médical dans les dernières années qu'on vit beaucoup plus longtemps qu'avant. On ne vit pas nécessairement mieux qu'avant, par contre. On survit, mais tu sais, les années de qualité sont peut-être plus tough à avoir un peu. Puis, tu sais, on le voit avec l'obésité, on le voit avec la sédentarité. Il y a beaucoup de gens qui ont mal partout, consommation de narcotiques super élevée. Fait que, tu sais, on n'est pas sûr à 100% encore que c'était un objectif louable de vivre aussi longtemps. Moi, je pense que quand tu arrives vraiment au point de vue philosophique puis tu t'arrêtes à ça, tu te dis, as-tu été une bonne chose vraiment de vivre plus longtemps, mais en étant plus sédentaire? Et on peut commencer à y penser. Mais on a comme l'impression aussi qu'on a toutes ces discussions-là, puis on ne réalise pas qu'on est à 1 ou 2 innovations technologiques pour vivre jusqu'à 125, 130, 150 ans. Là.
C'est comme si les gens ne réalisaient pas que cette possibilité-là est réelle aussi. Là. Écoute, je te dirais qu'il ne faudrait quand même pas oublier quelque chose. Quand tu prends, il y a des mesures de l'espérance de vie à 65 ans et on peut faire un ajustement pour ça pour disabilities. Ça s'appelle Healthy Life Expectancy ou Disability Adjusted Life Expectancy et ces chiffres-là augmentent. Okay? Si tu enlèves les États-Unis de la gang, parce que les États-Unis ont le problème d'addiction assez intense de consommation d'opioïdes, l'augmentation est encore plus prononcée. Donc, tu as un groupe, effectivement, qui ralentit derrière, mais ceux qui ne prennent jamais de drogue pendant leur âge, leur année prime, il y a des bénéfices. Les améliorations sont hyper, hyper présentes. Puis oui, par contre, tu as raison, je pense qu'on est effectivement. Les progrès en pharmaceutique sont tellement importants que je ne serais pas surpris que de notre vivant, le cancer devienne l'ancien problème cardiovasculaire des années 60-70. Je ne serais vraiment pas surpris que ça devienne... On a des nouvelles maladies qu'on ne savait même pas maintenant ou des nouveaux types de problèmes, mais je ne serais pas surpris qu'on arrive à un point où on a des nouvelles technologies incroyables de ça. Mais sur un truc, le point que je ne pense pas que je l'ai bien dit, l'État devrait juste, quand je dis qu'il ne devrait rien avoir à dire dans les décisions de fertilité, c'est parce que l'être humain était super bon à gérer ça. Le gros du déclin de la fertilité s'est produit parce qu'on est devenu effectivement massivement plus riche. Les gens ont changé leur choix, les gens. Mais maintenant, on vit aussi dans une société qui est hyper plus riche où les gens pourraient choisir de dire je suis tellement riche que non seulement je veux pouvoir investir dans mes enfants, mais je suis tellement riche que je peux augmenter la qualité de mes enfants et en avoir un de plus que j'aurais eu autrement. On ne devrait peut-être pas se mettre dans le chemin de ça. Ce n'est pas à l'État de dire c'est quoi la quantité optimale d'enfants. Quand ils jouent avec ça, tu peux avoir des affaires absolument tragiques comme le One Child Policy en Chine, avec toutes les atrocités. Ouais. On a fait un épisode là-dessus au complet. Mais tu peux te retrouver aussi avec des affaires complètement débiles, comme tous les programmes sociaux au Québec et au Canada et aux États-Unis, qui dépendent du fait qu'on a besoin d'une prochaine génération de suckers qui vont devoir payer pour des transferts qui ont été faits à la génération vieillissante, puis qui vont devoir payer le frais du party que les gens se sont fait avant. À un moment donné, là, entre ces deux extrêmes-là, c'est dur d'être heureux avec ça. Si l'État arrêtait de se mêler de ces questions-là, ça serait probablement beaucoup mieux. C'est ça la vraie affaire. Là. Tu disais ça tantôt, Yann, pourquoi la natalité ou pourquoi l'immigration, peu importe, là, ça revient un peu à la même affaire. C'est que finalement, tout ça, c'est pour que le scheme de Ponzi puisse continuer à fonctionner. Là. C'est que ça prend des nouveaux suckers. Ben oui, parce que si... Oui et non. Oui, mais s'il n'y a pas d'immigration, puis on reste au degré de natalité qu'on a, un moment donné, le système, il ne peut plus fonctionner. Mais si ce système-là n'existait pas, et qu'on était, mettons, dans un état plus minimal que ça, ben, un moment donné, la population déclinerait un peu, un moment donné, ça repartirait de l'autre bord, puis l'impact de ça serait beaucoup moindre. Tu as raison 100% sur les régimes publics, qu'ils sont absolument insoutenables sans la part d'une croissance de population. Ça, là-dessus, vous avez raison à 100%. Par contre, je pense que l'économie de la petite entreprise, de la grande entreprise aussi, de l'économie en général, si une grande partie de ta population ne vit que de son capital amassé pendant plusieurs années, puis tu étais dans une économie très libéralisée, un paradis, par exemple, qu'on aimerait, là. Une économie très, très, très libéralisée, mais que tu es dans une situation où est-ce que, à cause des avancées technologiques, à cause de ce qu'on vit présentement, un baby boom, là, les gens qui massivement sont surreprésentés dans une génération, ben, tu es dans une position où est-ce que tu te dis que même au niveau économique normal, tu as besoin d'une croissance de population aussi pour soutenir les services, non pas services publics, les services tout court, des gens qui ne vivent non plus de la production de leur travail, mais qui vivent de leur capital amassé. C'est pour ça que j'embarque là-dedans, oui, parce que vous avez 100% raison sur la partie publique, mais je mets un bémol que c'est vrai aussi dans l'économie réelle. Je veux dire, vous le voyez ici, là, présentement, c'est sûr que ce serait probablement moins pire si le gouvernement n'avait pas engagé 100 000 fonctionnaires fédéraux puis on n'avait pas engagé 88 000 fonctionnaires provinciaux.
Mais la petite entreprise, présentement, qui donne du service à la population, le plombier, la construction, les assureurs, les banquiers. Dans le domaine bancaire, 2-3 ans, c'était capoté. Là. Je veux dire, il n'y avait plus de monde dans les banques. Là. Il y avait carrément plus de monde qui travaillait dans les banques. Et à un moment donné, tu es dans une position où est-ce que tu te dis, on n'est plus capable de rendre les services. Les services de base. Puis là, on ne parle même pas, là, oui, vous allez dire c'est public, mais je veux dire, les services justement aux personnes âgées, qui n'est pas tout le temps une job vénérable, il manquait du monde là, c'est comme c'est pas possible. Je veux dire, on est-tu obligé de revenir à l'épisode pandémique pour dire que les 6000 qui sont morts de faim, sont morts de soif? Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on réalise cette croissance-là, le système en a besoin, malheureusement, parce que il y a quelque chose qui se passe avec à la fois le baby boom et les boomers sont aussi la première génération de vivre aussi longtemps sur leur capital. Tu sais, je veux dire, quand la RRQ est mise en place en 1966 ou dans ce coin-là, l'espérance de vie à ce moment-là est à 66 ans. On fixe l'âge normal de la retraite à 65 pour le régime de la RRQ. Ben là, c'est plus ça aujourd'hui. Tu sais, ça a changé. Là. Ben, d'où le débat qu'il y a dans quasiment tous les pays occidentaux de repousser l'âge de la retraite. Là. Ben, puis chose qui était accomplie au Canada avant Justin Trudeau. Pauvre crétin. Oui, soulignons ça. Là. Mais surtout que de nos jours, aussi, il faut quand même se souvenir, puis un commentaire sur la retraite. À l'époque, le travail était physiquement, pouvait te briser physiquement, que tu n'étais plus capable de travailler à 65 ans. Ouais, alors, si tu survivais, conditionnel à la survie, tu te rendais à 65 ans, tu ne fais plus vraiment la capacité de travailler autre que dans des choses qui payent vraiment très peu. Donc, il y avait une justification. Aujourd'hui, la plupart des métiers qu'on a, moi, je me vois travailler jusqu'à 100 ans. Ouais, mais donc, d'écrire jusqu'à ce que... si tu poses la céramique, je te confirme qu'à 65, t'es vieux. T'es fini. T'es fini. Les deux genoux pétés, puis les hanches pétées, le mal au dos. Fait que 65, si tu fais un vrai métier physique, c'est vieux. C'est vieux en crise pour travailler. Après, 100% d'accord. Évidemment, si mettons quelqu'un qui réussit à bien manœuvrer, maintenant tu peux être celui qui dispatche les calls puis tu fais moins de job physique comme tel. Mais physique, la vraie job physique, là, plombier à 65 en dessous d'un évier, c'est rough en crise. Ah ouais. Dès que tu dois te mettre ton poids sur tes genoux, ça va bien plus vite. Mais, quoique... J'ai des jokes, mais je vais les garder pour moi. Non. J'ai de l'entendre. On n'est pas dans le Patreon. Ça va dans le Patreon. Ah ouais, c'est ça qu'on va faire. C'est ça. Fait que tu pourras faire D'ailleurs, tu n'as pas encore insulté l'Iris une seule fois aujourd'hui. Fait que c'est vrai. Ben, quoi que j'ai niaisé la mairesse de Montréal. Je m'excuse, j'ai pris pour acquis que c'était déjà fait quand je t'ai arrivé. Je m'excuse. Ouais, non, mais je m'excuse. Qui est quand même leur porte-parole, finalement. C'est ça, j'allais dire. Comme j'ai passé la semaine à tapocher sur le fait que les marchés, apparemment, ils ont fonctionné pendant 400 ans à Montréal, mais c'est uniquement quand la mairesse Plante est arrivée que les marchés ont arrêté de fonctionner. Ah ben parfait. On parlera des Khrouchtchevka de la mairesse Plante en partie Patreon. Donc, joignez-vous à nous avec le petit code en bas de l'écran pour ceux qui sont en vidéo. Sinon, vous êtes audio, patreon.com/iSénéchal. C'est facile à trouver.